de 1550. Oui, parce que Barthes, il a une connaissance de la littérature qui est assez impressionnante. Donc on passe de Werther à Balzac à Marguerite de Navarre ou à Freud. Il se balade là-dedans avec un plaisir absolument sidérant. Donc Amadou, voyant Floride à la cour du vice-roi de Catalogne, après l'avoir longtemps regardé, se délibéra de l'aimer. Mais est-ce qu'on parle d'amour, de désir, de passion Mais c'est toute la question qui est posée. Est-ce que l'on est amoureux, est-ce que l'on tombe amoureux de cette femme que l'on rencontre, qui s'offre à notre regard comme ça immédiatement? Je tombe amoureux, mais est-ce que je n'ai pas au préalable décidé de tomber amoureux? Est-ce qu'avant de partir, je n'ai pas décidé que ma vie était suffisamment vide pour ne pas avoir envie ce soir de tomber amoureux? Mais même ça, c'est pas ça l'amour. L'amour, ça se construit. C'est pour ça que j'ai demandé au départ, effectivement, comment il était homosexuel, s'il était marié, s'il avait eu des enfants. Parce que, bien sûr qu'au départ, on dit qu'on est amoureux, mais c'est creux. C'est du vide, c'est de l'imaginaire. C'est par la suite que ça se construit. Donc lui, effectivement, ou bien il parle de l'amour impossible, ou il parle de l'amour désir, mais c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est quelque chose de plus... Le quotidien est sale pour les romantiques. Voilà. Je crois que... Oui, non, mais là, il ne l'aborde même pas. Il s'en garde bien. C'est ça que je veux dire. Donc on ne parle pas d'amour, en fait. Je pense que On parle d'un dans cette lecture, il n'y a pas de vérité absolument. Il y a une vision qu'a Barthes sur l'amour, et qu'on peut très bien ne pas partager. Par contre, effectivement, c'est un cheminement qui est totalement intellectualisé. Barthes, c'est quand même un prof en Sorbonne, donc il ne va pas se précipiter sur la première venue qu'il aura rencontrée dans une boîte de nuit, ou le premier dans un bar quelque part du côté du Marais. Mais il décide d'intellectualiser tout ce processus. Et alors, pourquoi pas? Je veux bien intellectualiser aussi, comme lui, mais il y a après que lui ne va pas, là où il ne va pas. C'est-à-dire? L'après, c'est la construction à deux, c'est la vie à deux, c'est avoir des enfants à deux, c'est de construire l'amour, justement. Ah non, et là, il n'y va pas. Non, il n'y va pas. Donc, il n'y va pas parce que, effectivement, c'est pas ça, il parle d'amour. Attention, Voilà, Barthes a eu des liaisons, mais Barthes est quelqu'un qui n'a pas eu je dirais, une liaison dans la durée, comme par exemple l'a eu Foucault. Je ne sais plus avec qui Foucault a eu une liaison assez longue, aussi une liaison homosexuelle, mais il n'est pas dans quelque chose qui s'est passé dans la durée de la même façon. Donc, je dirais, est-ce qu'il a... Sa personnalité est extrêmement complexe. Je pense qu'à un moment, il aurait peut-être souhaité avoir une... Mais ne faisons pas ce que Barthes, justement, nous interdit de faire. C'est d'analyser l'œuvre en fonction de la biographie de l'auteur. L'apport de Barthes, la nouvelle critique de Barthes, c'est ça. C'est disant, la biographie de l'auteur, on s'en fout complètement. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la structure du récit. Alors, on n'a pas d'éléments, si ce n'est, bon, j'ai un énorme pavé qui est sympathique, qui est intéressant sur Barthes. Tenez, pour ceux qui ne voient pas, qui ne connaissaient pas le visage de Barthes. Voilà. Mais les beaux gosses. Oui, et puis il était extrêmement élégant, et puis l'entendre parler, c'était quand même... Je pense qu'on pouvait se retrouver totalement énamoré. Bon. Mais pour vous, mesdames, malheureusement, ça aurait pas tout à fait fonctionné. Justement, on peut décider de tomber amoureux, justement, parce que c'est un amour impossible. Voilà, ouais. Oui. Effectivement, c'est ce qui dit. Effectivement, c'est bien un petit peu la logique de Werther. C'est bien la logique de Werther de décider de, pas consciemment peut-être, parce qu'il a effectivement ce premier choc au départ, mais on va le voir un petit peu, et après il continue de construire cette, je dirais, cette logique d'un amour totalement impossible dans lequel il se complaît. Comme ça, il n'a pas à se frotter à la réalité. Tout à fait. Oui. Moi j'ai l'impression aussi que ça explique un peu la situation de Madame Bovary. J'ai l'impression que Madame Bovary était toute contente d'être amoureuse, alors que c'est pas la situation de quelqu'un d'autre. Elle était heureuse d'avoir Totalement. Ta réflexion est totalement pertinente. D'ailleurs, j'ai pas choisi des extraits qui concernent effectivement Flaubert, mais Flaubert est très présent dans cette œuvre. Mais tu as totalement raison. De la même façon, c'est une construction. Madame Bovary, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'ennuie.
s'emmerde profondément dans son trou en Normandie, d'une façon... Et elle décide effectivement que être amoureuse pourrait être un palliatif à cet ennui total de bourgeoise désœuvrée. Donc tu as totalement raison. Elle tombe elle aussi amoureuse de l'amour. Ce sont ses lectures très romantiques parce que Madame Bovary, qu'est-ce qu'elle lit? Elle lit du Werther, elle lit tous ces auteurs romantiques du début du siècle et qui marquent la société de l'époque. Donc effectivement, elle est dans cette logique-là. Elle est dans cette logique-là. Tu as totalement raison. Alors pardon, mais moi j'ai encore une autre question par rapport à ce que tu as dit, parce que ça pose problème. Enfin, tu me poses la question. Tu as dit que lui, il est structuraliste, il ne regarde que la structure d'une œuvre, il ne veut pas regarder la biographie. Alors, qu'il ne veut pas regarder la biographie, je veux bien l'admettre, mais est-ce qu'il ne retombe pas finalement sur la vie de l'auteur? Parce que l'auteur, il n'a pas pu inventer ça de nulle part, il est quand même bien parti de sa vie. Donc est-ce qu'il ne retombe quand même pas, si on veut analyser, est-ce qu'il ne retombe quand même pas sur sa vie? Parce que ne me dis pas qu'il a... Alors, c'est pas une structure extraterrestre. Bien sûr, totalement. Alors la position de Barthes, c'est de dire qu'aucun auteur n'arrive par hasard. Chaque auteur prend la suite d'un autre auteur. Effectivement, Apollinaire ne se comprend pas si on n'a pas eu Baudelaire auparavant, mais c'est une logique de l'écriture. Alors il y a un ouvrage dans lequel je ne m'amuserai surtout pas à rentrer, c'est le degré zéro de l'écriture, qui est effectivement le premier texte de Barthes en tant qu'universitaire, qui est un texte extrêmement compliqué et fouillé, mais il y a cette logique-là. Alors ce qui l'intéresse, c'est de se dire qu'on n'est pas... ce qui est important, ce n'est pas la biographie de l'auteur, mais c'est effectivement cette espèce de cheminement intellectuel, de construction d'ouvrages qui se superposent les uns aux autres, de discours qui sont repris d'un auteur à un autre. Alors il y a un linguiste russe du XXe siècle, qui est connu des initiés, qui s'appelle Vatkin, qui dit que tout discours est la reprise d'un autre discours. Et dans la littérature, c'est particulièrement vrai. On passe effectivement d'auteur en auteur, peut-être de Goethe à, j'en sais rien, à Leclésio, pour prendre un auteur qui est un auteur. Je voulais éviter de citer Marc Lévy et Musso. Tu le mets au même niveau? Non, justement, c'est parce que je ne mets pas au même niveau que je fais le distinguo. Mais il est évident que cette histoire de la littérature, il n'y a pas d'auteur, il y a très peu d'auteurs qui écrivent sans rien connaître de quoi que ce soit, de la littérature et de cette espèce de cheminement de la langue qui est la nôtre dans ce pays depuis le Moyen-Âge. Mais là, ça pose problème aussi parce que qu'il y ait un cheminement, oui. Je veux bien, mais il n'y a pas qu'un seul courant idéologique. Il y a les réactionnaires, il y a les progressistes, on peut trouver beaucoup de choses. Donc il y a des courants littéraires depuis la nuit des temps. C'est totalement foisonnant. C'est totalement foisonnant. Donc certains vont se référer à tel courant idéologique, bien sûr. À d'autres, selon leur biographie, selon leur vie en fait. C'est selon ma vie, selon ma sensibilité, voilà, selon leur croyance. Il y a un moment de la vie effectivement où de sa vie intellectuelle, mais il n'est pas resté très longtemps là-dedans, où Barthes a quand même été influencé, comme tout le monde à sa génération, a quand même été influencé par le marxisme. Il le découvre d'ailleurs dans sa période où il est en sanatorium dans l'Isère, je crois, pendant la guerre, où il découvre Marx. Il est certain que cette détermination en fonction des conditions sociales, on ne peut pas la nier, elle transparaît. Ce que dit Barthes, c'est pas qu'il faut totalement nier la personnalité et l'histoire de l'auteur. C'est que ce qui peut être intéressant, c'est de gommer cet aspect-là pour s'intéresser à l'analyse du récit. Il ne le nie pas, mais il dit « mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse ». Bien sûr que ça existe. Il est évident que Barthes aurait peut-être écrit différemment, aurait peut-être eu une conception de l'amour un petit peu différente, s'il avait vécu avec son père, sa mère, s'il avait eu un modèle familial différent, qu'il aurait peut-être amené à avoir, j'en sais rien, à avoir une sexualité différente. Peut-être que Barthes aurait pu se marier, avoir 3 gosses à la maison et penser l'amour d'une façon un petit peu différente. Donc, bien sûr, ça l'influence, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, il ne faut pas oublier qu'il est dans ce grand mouvement intellectuel de la universitaire à partir des années 1910, avec le début de la linguistique, avec un auteur qui s'appelle Ferdinand de Saussure, avec son traité de linguistique générale, et tout le XXe siècle est marqué par ce travail, cette recherche, cet approfondissement de la linguistique, dont la sémiotique ou la sémiologie sur laquelle travaille Barthes est un des aspects. Je reviens ? Oui. Adorable.
Adorable. Ne parvenant pas à nommer la spécialité de son désir pour l'être aimé, le sujet amoureux aboutit à ce mot un peu bête, adorable. Par un beau jour de septembre, je suis sorti pour faire des courses. Paris était adorable ce matin-là, etc. Une foule de perceptions viennent former brusquement une impression éblouissante. Éblouir, c'est à la limite empêcher de voir, de dire. Le temps qu'il fait, la saison, la lumière, l'avenue, la marche, les Parisiens, le shopping, tout cela tenu dans ce qui a déjà vocation de souvenir. Un tableau, en somme, le hiéroglyphe de la bienveillance, la bonne humeur du désir. Sur une impression de la nuit, je me réveille alangui par une pensée heureuse. X était adorable hier soir. C'est le souvenir de quoi? De ce que les Grecs appelaient la charis, l'éclat des yeux, la beauté lumineuse du corps, le rayonnement de l'être désirable. Peut-être même, tout comme dans la charis ancienne, j'y ajoute l'idée, l'espoir que l'objet aimé se donnera à mon désir. L'espoir que l'objet aimé se donnera à mon désir. Alors, je ne vais peut-être pas aller, parce que je m'aperçois que ça va beaucoup moins vite que je le pensais, parce que les échanges se font, et je voudrais progresser un petit peu. Je ne lirai pas tout de ce qu'on trouve dans Adorable. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais je vais les gommer, parce que sinon, je n'arriverai pas à progresser suffisamment. Je le mets en... Où veux-tu aller? Pardon? Où veux-tu aller? J'ai différents chemins, mais je voudrais vous en livrer quand même un certain nombre. Cette idée d'adorable, elle est intéressante. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce qu'elle évoque pour moi un terme. Là, je vais encore partir dans quelque chose qui m'est très particulier. L'adorable, dans ce texte de Barthes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir. C'est adorable, on ne sait pas pourquoi, c'est un petit mot. Et c'est un terme aussi que je rapproche d'un autre mot que j'aime beaucoup, qui est l'ineffable. L'ineffable, le je ne sais quoi. Alors, j'aurai l'occasion peut-être de vous en reparler dans une autre discussion. L'ineffable, c'est ce je ne sais quoi, qui fait qu'à un moment ou un autre, sans être capable de définir ce qui m'attire chez une personne, il y a cette espèce de je ne sais quoi. C'est Vladimir Jankélévitch qui en parlait dans un ouvrage qui s'appelle « Le je ne sais quoi et le presque rien ». Le je ne sais quoi et le presque rien, c'est ce qu'on ne peut pas définir. Donc adorable est de ce mot-là. Je ne sais pas pourquoi cette personne est adorable. Elle est là et puis elle me plaît, elle a quelque chose que je ne peux pas qualifier. Et donc c'est cet élément, c'est l'adorable. À un moment, on ne sait pas poser de définition sur les mots. Elle est adorable. Je préfère le dire au féminin en ce qui me concerne. L'attente. C'est mieux que de dire elle est bonne. Je vais pas cette vulgarité-là. Je sais pas. Elle est bonne. Alors, Oh, elle est bonne. un texte de Barthes qui est un texte qui est lu par Lucchini d'une façon alors, l'attente. Attente. Tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé au gré de menus retards, rendez-vous, téléphone, lettre, retour. J'attends une arrivée, un retour, un signe promis. Ce peut être futile ou énormément pathétique. Une femme attend son amant la nuit dans la forêt. Moi, je n'attends qu'un coup de téléphone, mais c'est la même angoisse. Tout est solennel, je n'ai pas le sens des proportions. Il y a une scénographie de l'attente. Je l'organise, je la manipule, je découpe un morceau de temps, je vais mimer la perte de l'objet aimé et provoquer tous les effets d'un petit deuil. Cela se joue comme une pièce de théâtre. Le décor représente l'intérieur d'un café. Nous avons rendez-vous, j'attends. Dans le prologue, seul acteur de la pièce, et pour cause, je constate, j'enregistre le retard de l'autre. Ce retard n'est encore qu'une entité mathématique, computable. Je regarde ma montre plusieurs fois. Le prologue finit par un coup de tête, je décide de me faire de la bile. Je déclenche l'angoisse d'attente. L'acte 1 commence alors, il est occupé par des supputations. S'il y avait eu malentendu sur l'heure, sur le lieu, j'essaie de me remémorer le moment où le rendez-vous a été pris, les précisions qui ont été données, que faire? Angoisse de conduite, changer de café, téléphoner, mais si l'autre arrive pendant ses absences,
Maintenant, on ne se poserait plus la question, hein, parce qu'on aurait le portable. Mais à l'époque de Barthes, hein, il fallait descendre au sous-sol, à côté des toilettes, où il y avait le téléphone en bakélite. Hein. Effectivement, on n'est plus dans le même contexte. Hein, c'est quand même les années 50-60. Ne me voyant pas, il risque de repartir, etc. L'acte 2 est celui de la colère. J'adresse des reproches violents à l'absent. Tout de même, il aurait bien pu, il sait bien, hein, s'il pouvait être là pour que je puisse le reprocher de ne pas être là. Et puis l'acte 3, j'atteins l'angoisse toute pure, celle de l'abandon. Je viens de passer en une seconde de l'absence à la mort. L'autre est comme mort, explosion de deuil, je suis intérieurement livide. Telle est la pièce, elle peut être écourtée par l'arrivée de l'autre. S'il arrive en 1, l'accueil est calme. S'il arrive en 2, il y a scène. S'il arrive en 3, c'est la reconnaissance, l'action de grâce. Je respire largement. Tel Pélas sortant du souterrain et retrouvant la ville, l'odeur des roses. Alors l'attente est un enchantement. J'ai reçu l'ordre de ne pas bouger. J'ai reçu l'ordre de ne pas bouger. L'attente d'un téléphone se tisse aussi d'interdiction menue à l'infini, jusqu'à l'inavouable. Je m'empêche de sortir de la pièce, d'aller aux toilettes, de téléphoner même pour ne pas occuper l'appareil. Je souffre de ce que l'on me téléphone pour la même raison. Je m'affole de penser qu'à telle heure proche, il faudra que je sorte, risquant ainsi de manquer l'appel bienfaisant. Le retour de la mer, toutes ces diversions qui me sollicitent seraient des moments perdus pour l'attente, des impuretés d'angoisse. Il faut rester seul avec son angoisse de l'attente, surtout ne rien faire, s'abandonner totalement à cette attente, à ce tumulte d'angoisse. Car l'angoisse d'attente dans sa pureté veut que je sois assis dans un fauteuil à portée de téléphone sans rien faire. C'est merveilleux. Et vu notre âge, on a tous connu. Et bien sûr, toutes nos expériences de vie fait qu'à un moment ou autre, on a attendu. On a attendu, et effectivement longtemps, et puis... Alors Lucchini part effectivement sur une idée. Alors il ne faut pas confondre l'attente avec le lapin, hein, aussi. C'est effectivement, alors là, ça tourne à la catastrophe. C'est effectivement, c'est l'attente qui ne se résout pas. Et là, effectivement, c'est cet acte 4 où on sort de la pièce sans en avoir eu la conclusion. Suis-je amoureux? Oui, puisque je l'attends. L'autre, lui, n'attend jamais. L'autre n'attend jamais. Moi, je ne suis jamais en retard. Hein. Parfois, je veux jouer à celui qui n'attend pas. J'essaie de m'occuper ailleurs, d'arriver en retard, mais à ce jeu, je perds toujours. Quoi que je fasse, je me retrouve désœuvré, exact, voire en avance. L'identité fatale de l'amoureux n'est rien d'autre que « je suis celui qui attend ». Voilà, ça c'est un beau texte. C'est un beau texte, et puis, pour peu que l'on se retrouve, encore une fois, à attendre, ça peut encore nous arriver, tous les espoirs nous sont permis d'attendre cette rencontre amoureuse qui a peut-être déjà un petit peu commencé. Alors la prochaine fois, on va essayer d'analyser notre attente, et puis peut-être qu'au moment où celui ou celle qui va arriver sera là, on dira non, je n'ai plus besoin. On va lui lire du bas. Tu m'attendais, non, je disais. Un amoureux était amoureux d'une courtisane, un mandarin chinois était amoureux d'une courtisane. Je serai à vous, dit-elle, lorsque vous aurez passé 100 nuits à m'attendre assis sur un tabouret, dans mon jardin, sous ma fenêtre. Mais à la 99e nuit, le mandarin se leva, prit son tabouret sous son bras et s'en alla. Finalement, il avait plus honte. Il a acquis la sagesse. Il a acquis la sagesse. Persévérer. Voilà, donc ça c'est un petit texte que moi je trouve absolument superbe. Moi je vous incite à l'écouter dans Tout sur Robert, dit par Lucchini, ça aura une valeur. C'est absolument énorme. Mais bon, je ne veux pas m'amuser à pasticher Lucchini. Excuse-moi, Oui. Tout sur Robert, Oui, c'est ça, c'est dans le... C'est la pièce Tout sur Robert, c'est une pièce dans laquelle il en parle. où Lucchini met en lecture à la fois Valéry, Barthes, Éric Remer, un certain Molière, La Fontaine, il y a des choses absolument extraordinaires. Puis il est dit d'une façon telle que ça vaut vraiment la peine d'être écouté. J'en étais où? J'en étais à 4. J'en étais à 4, alors donc là je vais à 5. Ça sera du Lucchini. Pardon? Ça ne sera plus des textes. Ah non, mais c'est il s'approprie le texte. Et chacun c'est dur pour moi quand même, même quand c'est après Lucchini. Hein. C'est pas évident. Hein. Enfin, c'est pas Lucchini qu'on est venu voir. Voilà, exactement. Il y a tendresse. Tendresse, jouissance, mais aussi évaluation inquiétante des gestes tendres de l'objet aimé, dans la mesure où le sujet comprend qu'il n'en a pas le privilège.
dans la mesure où le sujet comprend qu'il n'en a pas le privilège. Ça, c'est l'amour à plusieurs. Non, 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 c'est cette espèce de jalousie qui nous fait penser qu'effectivement on est le seul sujet, ou le seul objet de la tendresse de l'autre, mais malheureusement il y a ces petits gestes, ces petites situations qui nous font comprendre que l'on n'est pas ce seul objet. Oui, attends, juste, Oui. je remarque qu'il a dit l'objet aimé, et que lui, il se voit comme sujet, c'est-à-dire, Totalement. lui, il se voit comme sujet, et l'autre, c'est l'objet. Si ce n'est qu'à partir du moment où il attend la tendresse de l'autre, il devient lui-même l'objet d'un sujet qui ne lui dispense pas la tendresse qu'il Mais au attendrait. départ, Ah oui. c'est lui qui voit les autres comme objet. Tout le texte de Barthes est un texte du jeu. Il le dit dans son introduction, c'est la mise en scène du jeu. Il ne porte pas un regard neutre, extérieur à la situation amoureuse, il n'analyse pas telle ou telle personne en situation amoureuse, c'est lui dont il parle. C'est lui dont il parle, ce qui fait que chacun d'entre nous peut se réapproprier le texte. À partir du moment où il est sous cette forme à la première personne du singulier, rien ne vous empêche de lire ce texte et de dire ce n'est pas seulement besoin de tendresse, c'est aussi besoin d'être tendre pour l'autre. Nous nous enfermons dans une bonté mutuelle, nous nous maternons réciproquement, nous revenons à la racine de toute relation, là où besoin et désir se joignent. Le geste tendre dit « Demande-moi quoi que ce soit qui puisse endormir ton corps, mais aussi n'oublie pas que je te désire un peu légèrement, sans vouloir rien saisir tout de suite. » La tendresse, c'est ça. C'est pas l'axe sexuel, il fait la différence. Hein. On ne mélange pas les choses. Et pour revenir au jeu, il y a cette phrase par laquelle il termine le petit chapitre sur la tendresse. Elle, mais c'est un L majuscule. Hein. Elle voyait avec stupéfaction A faire à la serveuse de ce restaurant bavarois pour lui commander sa schnitzel, une pâtisserie allemande, je présume, les mêmes yeux tendres, le même regard angélique, il émouvait tant quand ses mines lui étaient adressées. Quelle déception! Quelle déception! Que de scènes, effectivement, en préparation autour de ce geste tendre. Regardez, la semaine dernière, Obama avec la première ministre du Danemark. Hein. Voilà. On croit être l'unique objet de ce geste, de ce regard de tendresse. Eh ben non, il ne nous est pas réservé. D'autres aussi peuvent en être les heureux bénéficiaires. C'est dramatique. C'est dramatique. Ils ont réussi à faire un gros plan et il y avait un redon. Oui. L'histoire. Ils ont juste pris une photo ensemble. Oui, il y a eu plus hein, quand même. J'ai regardé la vidéo, c'était intéressant quand même. Il y a à dire là-dessus. Hein. Il y a à dire hein, sur les faiblesses de Oui, il y a une vidéo. C'est passé sur YouTube, ça fait le buzz, comme on dit. Michel Olivier, il a pris la place, ça fait la place. Alors, ceci nous amène très directement à notre page de Barthes. Fâcheux, qui est un peu quelque chose sur la jalousie. Fâcheux, sentiment de menue jalousie qui saisit le sujet amoureux lorsqu'il voit l'intérêt de l'être aimé capté et détourné par des personnes, des objets ou des occupations qui agissent à ses yeux comme autant de rivaux secondaires. C'est par ici que ça se passe, hein. Regarde-moi, regarde-moi. C'est effectivement ne plus capter le regard de l'autre. Alors là, il y a effectivement un texte que Barthes reprend dans le Werther. Les oranges que j'avais mises de côté, les seules qui luttent encore, firent un excellent effet, sauf qu'à chaque tranche que par politesse elle offrait à une indiscrète voisine, je me sentais le cœur comme transpercé. Le monde est plein de voisins indiscrets avec qui il me faut partager l'autre. Avec qui il me faut partager l'autre. Le monde est précisément cela, une contrainte de partage. Une contrainte de partage. Le monde est mon rival, je suis sans cesse dérangé par des fâcheux, une vague relation rencontrée par hasard et qui s'assied de force à notre table, des voisins de restaurant dont la vulgarité visiblement fascine l'autre. Hein, ça vous est déjà arrivé, hein, on est amoureux, c'est une des premières rencontres, on espère qu'elle va vous regarder dans les yeux. Eh ben non, elle passe son temps à regarder le couple de guignols qui sont juste à côté là, hein, qui sont d'une vulgarité sidérante, dont la bêtise est absolument incommensurable, et elle n'arrive pas à s'en détacher, et là c'est dramatique. Mais regarde-moi, écoute-moi, non, elle regarde. C'est effectivement, ce sont des petits drames du quotidien, ce sont ces petits drames du quotidien. Pardon?
Oui, mais oui, mais le texte de Barthes, ça sent le vécu, mais c'est le vécu de tout le monde. Exact, c'est-à-dire ce qui est absolument captivant, c'est qu'il y a un pouvoir d'auto-identification là-dedans, et chacun s'y reconnaît. Chacun s'y reconnaît, parce qu'effectivement, on a tous vécu ce genre de situation. La magie du texte, c'est qu'il est capable de le mettre en texte et de le dire mieux que nous. Mais ces choses-là, on les a connues. Et c'est désagréable, on est avec une femme. Et ça fait combien de temps que j'espérais pouvoir dîner avec elle, je dîne avec elle et elle regarde l'autre tronche d'abruti à la table d'à côté. C'est désespérant. Passe pas qu'au passé, ça va t'arriver dans le futur. Mais ça m'arrivera encore, ça m'arrivera encore, bien sûr. J'espère retrouver cette sensation, effectivement, ce sentiment amoureux qui va faire qu'effectivement, je vais me retrouver moi aussi dans cette espèce d'état magique. Et je le souhaite. Ce serait quelqu'un qui regarderait, qui serait... Regarde-moi. Sur la tête. Mais on n'a pas changé quand on était petit, c'était regardez-moi tous, écoutez-moi tous. Ça continue. On fait ça quand on est tout petit, on fait ça à l'âge adulte. Je pense qu'on le fait même très bien. Alors, quand même, Titi, je vais répondre. Moi, je marche pas du tout. Ah bon? C'est vrai qu'au départ, tu rencontres quelqu'un, c'est vrai que cette personne-là, tu as envie de lier une relation, et puis elle regarde quelqu'un d'autre, c'est effectivement ralent, et là, on a tout ce que... Mais quand tu as 2 enfants avec quelqu'un que tu aimes, que tu as passé 10 ans avec elle, si elle regarde quelqu'un d'autre, tu sais très bien que ça n'a aucun intérêt, que ça n'a aucun risque. Parce que si elle t'aime, si vous êtes avoué par Alors là tu poses une question qui est importante. Le texte de Barthes décrit le discours amoureux, c'est-à-dire celui de la rencontre, celui des premiers temps de la relation. C'est pas un texte sur la vie conjugale en 20 ans. Là, c'est ce qui se passe dans les 3 mois. Là, on oublie. On n'est pas dans les problèmes de la vie de couple au bout de 20 ans. On est bien d'accord. T'as glissé sur autre chose parce que... Non mais on parle d'amour, alors effectivement c'est le discours amoureux. C'est le discours amoureux. Et c'est même le discours du désir. Oui, totalement. C'est le discours mais totalement, c'est le discours du désir de ce qui... Oui, mais il en fait partie. Il en fait partie. C'est vraiment l'introduction. Oui, c'est le début, mais c'est toujours le début qui est plaisant. Il n'est pas Casanova. Non, pas du tout. J'ai pas de réponse là-dessus. J'ai pas de réponse parce que ça supposerait une connaissance intime. Ça supposerait une connaissance intime de Barthes, mais c'est impossible d'avoir, et à qui que ce soit d'ailleurs. Mais dans ces écrits, donc là... Il y a des choses à dire. C'est toujours le début qui est plaisant. C'est dans ce contexte-là qu'il a écrit. Oui, je caricature, c'est pas forcément le cas. Il y a effectivement de longues histoires d'amour heureuses. Ça se voit, il a l'air... Bien sûr, c'est la magie de la rencontre, c'est ce moment privilégié, effectivement. Alors, soyons clairs, on sait très bien qu'on retrouve d'autres choses dans une relation établie qui dure depuis un temps certain. On est dans le dialogue, dans l'échange, dans des sentiments partagés, dans des dialogues qui ne passent pas forcément par la parole, quand on se connaît depuis un certain temps. C'est autre chose qui vient. Mais le texte de Barthes, il est là, il est effectivement sur le fragment d'un discours amoureux, mais c'est effectivement, comme tu le disais, c'est le fragment d'un désir amoureux. Donc c'est sûr, effectivement, sur ce premier temps, et c'est pas un hasard si j'ai sélectionné ces textes, c'est le ravissement. Mon Dieu, elle est adorable, je tombe amoureux. C'est ces premiers temps que décrit Barthes, et volontairement, dans ce que j'ai sélectionné en plus de ça, de toute façon on trouve très peu dans le texte. Il y a très peu de choses sur la lassitude et sur la fin de l'amour. C'est un texte sur les débuts de la relation. C'est un texte sur les débuts de la relation. Et En quelle année il a écrit ce texte? 77. Alors 77, il est de 1915. Il écrit quand même ce texte à 65 ans. Donc il a toute une expérience de vie quand même derrière lui. Il a le temps de s'opposer là-dessus. Après la mort de sa mère. Après la mort de... Oh non, c'est concomitant. Il le sort en 77. Sa mère meurt cette année-là. Mais bon, il ne faut pas rêver compte tenu de ce que sont les contraintes de l'édition. Il est fort possible que le livre ait été terminé un peu... J'en ai pas la chronologie exacte.
Mais on n'écrit pas un livre comme ça, c'est un livre de la maturité, donc il a eu le temps de le Oui, penser, de oui, l'écrire. mais souvent, les homosexuels sont très près de leur lettre. Ah oui, totalement. Mais je pense Alors, qu'il quand n'aurait la pas mère forcément... s'en va, Exactement, il n'aurait pas forcément écrit ce texte, il a écrit d'autres choses après. Il a écrit d'autres choses après la mort de sa mère. Mais ce texte ne donne pas l'impression d'être marqué par le décès de sa mère. Pas du tout, c'est pas ce qu'on trouve là. Là, il a juste ses préoccupations, je dirais, il faut bien le dire, d'un intellectuel parisien qui était à la recherche d'une relation, et puis d'une relation homosexuelle, il faut bien le dire. Seulement l'universalité du texte fait qu'on peut s'approprier ça. Moi, je n'ai aucun problème à m'approprier le texte de Barthes pour dire qu'effectivement, je suis en ravissement devant cette personne que j'ai rencontrée la semaine dernière dans une soirée au Vès. C'est vrai ça? Ouais. Mais non. Je t'ai vu danser, je t'ai vu. Fête. Le sujet amoureux vit toute rencontre de l'être aimé comme une fête. La fête, c'est ce qui s'attend, c'est ce que j'attends de la présence promise. C'est une sommation inouïe de plaisir, un festin. Je jubile comme l'enfant qui rit de voir celle dont la seule présence annonce et signifie une plénitude de satisfaction. Je vais avoir devant moi, pour moi, la source de tous les biens. Alors, on repart sur Werther, sur cette citation du texte. Cette nuit, je tremble de le dire. Cette nuit, je tremble de le dire. Je la tenais dans mes bras. Et c'est fictif, parce qu'effectivement, Werther ne fait que rêver. Il n'a jamais tenu Charlotte dans ses bras. Cette nuit, je tremble de le dire. Je la tenais dans mes bras, étroitement serrée contre mon sein. Je couvrais de baisers sans fin ses lèvres qui murmuraient des paroles d'amour, et mes yeux se noyaient dans l'ivresse des siens. Dieu, suis-je assez punissable si maintenant encore j'éprouve une céleste félicité à me rappeler ces brûlantes joies, à les revivre au plus profond de mon être. C'est merveilleux. La fête pour l'amoureux, le lunaire, c'est une jubilation, ce n'est pas un éclatement. Je jouis du dîner, de l'entretien, de la tendresse, de la promesse sur du plaisir, un art de vivre au-dessus de la vie. Et on est toujours dans l'attente, en fait. On est toujours dans l'inassouviable. On est toujours dans l'inassouviable. Non, je dirais le paragraphe précédent, c'est très rêve, c'est un rêve. Ah non, parce que c'est un rêve. Il rêve uniquement. Il ne tiendra jamais Charlotte dans ses bras, ou uniquement à la fin de l'ouvrage, où il va avoir un bref instant. Mais il rêve constamment à sa relation avec Charlotte. Il rêve, mais il ne la tiendra jamais dans ses bras. C'est curieux parce que l'intendant... Parle plus fort que l'intendant, le paragraphe précédent... Attendez. Non, attends. Il a quelque chose à nous dire, vas-y, dis-le. La sensation qu'il m'a évoquée, le passage précédent, le paragraphe précédent, c'était d'une présence extrême. Ces descriptions les yeux impliquent le regard des autres, etc., ça me donnait vraiment l'impression d'une présence extrême. C'est-à-dire que là, rien ne compte plus que c'est qu'on est en train de vivre. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a vraiment un instant présent Ici et maintenant. magnifique. Oui, effectivement, c'est le rêve qui produit ça. Tu n'es plus effectivement... on sait que le rêve dissout complètement la notion du temps.